C'est le groupe professionnel Inter-École Centrale, issu des alumni des 5 écoles centrales, Paris, Lyon, Marseille, Nantes et Lille, si je n'en oublie pas. Alors nous organisons chaque mois des conférences sur une thématique dédiée à l'énergie. J'en profite pour vous donner le thème de la conférence qui aura lieu en janvier prochain, donc le mercredi 18 janvier, et pourquoi pas 80 ans. Bon, alors c'est pas une histoire de retraite, hein, c'est sur la durée d'exploitation et le grand carénage des centrales nucléaires françaises. Elles sont passées progressivement de 40 ans à 60 ans et on se pose la question de savoir si on peut passer à 80 ans. Donc ce sera un thème assez intéressant à suivre. Non, pas encore à 60, elles sont à 40 encore. Hein, bon, alors pourquoi pas 80 ans, donc c'est un très grand saut. Bon, alors... Ce soir, le thème sera de nouvelles solutions pour le stockage des ENR et je vous remercie d'être aussi nombreux dans la salle. Alors c'est sûr que quand on parle d'énergie, il y a quelques mots magiques, j'ai remarqué, qui attirent toujours du monde, notamment dès qu'on parle de stockage d'énergie et aussi quand on parle d'hydrogène. Alors d'hydrogène comme vecteur intermédiaire énergétique. Alors ce sont autant de sujets qui préfigurent peut-être les futures ruptures technologiques qui permettront d'intégrer les renouvelables dans un nouveau paradigme de la donne énergétique. Alors le sujet est vaste ce soir, nous l'abordons sous deux angles très pratiques de démonstrateurs. Alors le premier autour de la notion de power to gas d'une part, et la seconde intervention sera autour des véhicules électriques au moyen de stockage résidentiel d'énergie photovoltaïque. Alors je vous présente nos invités. Alors Isabelle Alia, d'Engie, qui va nous parler de Power to Gas et démonstrateur du projet GRID. Alors Isabelle, vous êtes ingénieure-chercheur, coordinatrice du projet au pôle combustion et thermique dans l'industrie, du Centre de recherche et innovation sur le gaz et les énergies nouvelles, le CRIGEN. Et vous êtes également coordinatrice du projet GRID pour Engie. Alors le projet GRID, vous en parlerez. C'est un premier projet, un premier démonstrateur Power to Gas qui a été lancé il y a quelques années. Et moi je trouve intéressant ce soir de savoir, après 3-4 ans de démarrage, où il en est, et j'ai l'impression que c'est un projet assez prometteur. Je sais que vous allez l'aborder à la fois sous l'angle technologique, mais également sous l'angle économique, et c'est intéressant de savoir, effectivement, à partir de ces démonstrateurs, si on peut espérer avoir une nouvelle donne énergétique pour le futur. Et ensuite, François Barsac. Alors, François Barsac est plus qu'un invité pour nous. Il est président fondateur d'EasyLead Battery. Mais si je dis qu'il est plus qu'un invité, c'est que vous le connaissez bien parce qu'il est membre du comité directeur de Centrale Énergie. Et donc c'est un membre très très actif et que vous voyez régulièrement là-dessus. Alors François nous parlera du thème véhicules électriques et stockage des ENR. La convergence annoncée par Tesla aura-t-elle lieu? Ben voilà, je vais vous laisser la place. Je vais vous parler de système énergétique au sens large et vous introduire ce concept de power to gas. Ensuite, donc les slides sont aussi bien en français qu'en anglais. Ensuite, donc, je vous ferai une présentation un peu plus détaillée du projet GRID. Donc, qu'est-ce qu'on entend par power to gas? Vous le savez, depuis quelques décennies, on voit quand même un pic et une montée importante de la production d'énergie, d'utilisation des énergies renouvelables, la plupart du temps pour utiliser cette énergie, qu'elle soit éolienne ou solaire, sous forme d'électricité, l'électricité étant lui-même un vecteur énergétique et non pas une énergie en soi, comme peut l'être le pétrole, le gaz ou le charbon. Donc on voit sur ces diagrammes les capacités installées de production d'énergie renouvelable en 2010, les perspectives en 2020, ainsi qu'en 2030, sous différentes formes, donc tout ce qui est hydro, éolien, biomasse, géothermie aussi. Il ne faut pas oublier la géothermie. Dans certaines régions, c'est vraiment une solution intéressante, et ainsi que le solaire. Donc vous aurez de toute façon cette présentation en ligne sur le site, si vous voulez regarder les chiffres d'un peu plus près. Alors il y a un autre constat, si on prend le cas de la France, où cette part de renouvelables rentre de plus en plus dans le mix énergétique qui au départ était quand même très nucléaire. Donc vous avez ici représenté deux cartes de France, une pour
une pour le solaire et une pour l'éolien, où on voit les régions de plus forte production. Avec là aussi les perspectives d'installation. Mais la plupart du temps, ce que l'on voit aussi sur ce type de carte, c'est que les lieux de production ne sont pas forcément les lieux de consommation et ne sont pas forcément non plus les lieux où on pourrait faire du stockage d'énergie. Donc il y a ici une équation à résoudre entre lieu de production et lieu de consommation. Donc quand on veut utiliser ces énergies renouvelables, eh ben, on doit adapter ces systèmes énergétiques. Et du fait que ces énergies renouvelables, que ce soit le solaire ou l'éolien, ont des productions qui dépendent du vent et du soleil, donc intermittentes, elles ne sont pas programmées, et ben on doit introduire là aussi de la flexibilité entre la production et l'utilisation, d'où le thème florissant en ce moment sur le stockage de l'énergie. Et pour ce qui concerne, puisque souvent les énergies renouvelables passent par le vecteur électrique, l'électricité la plupart du temps ne se stocke pas, elle court sur les réseaux électriques, donc il faut gérer ces pics qui peuvent apparaître, des pics de production qui doivent être dilués sur l'ensemble du réseau électrique. Le réseau électrique n'ayant pas une capacité fluctuante aussi large qu'un réseau de gaz naturel ou de pétrole. Et il y a un autre élément à prendre en compte, c'est les émissions de CO2. Donc on voit qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus émetteurs, où il y a des zones localisées. Pardon pour la présentation, il y a un petit bug sur les images. Donc là aussi, on voit qu'on a une cartographie d'émissions de CO2, en sachant que le CO2 peut lui-même être utilisé en combinaison avec l'hydrogène pour reformer du méthane. Voilà, et on voit aussi sur les pays qui diminuent leur production de nucléaire, une augmentation aussi des émissions de CO2. Donc ce que l'on entend par Power to Gas, alors je vais peut-être vous présenter tout de suite un autre schéma que j'aime bien, voilà, qui est celui-ci. J'aime bien ce schéma parce qu'il illustre effectivement tous les liens qui peuvent exister entre les différentes sources d'énergie. Donc vous avez d'un côté tout ce qui est power, sous-entendu électricité, avec les sources possibles d'énergie pour produire de l'électricité. Vous avez le lien aussi avec le CO2. Et puis de l'autre côté, le réseau gazier. La plupart du temps, c'est du gaz naturel, mais on voit apparaître de plus en plus du biogaz ou biométhane. C'est quasiment la même chose. Donc ce que l'on appelle Power to Gas, c'est le lien entre le réseau électrique et le réseau gazier. Et dans notre cas, on passe par le vecteur hydrogène. L'électricité est utilisée avec de l'eau par électrolyse pour produire cet hydrogène, qui est ensuite envoyé sur le réseau de gaz naturel. Ou bien l'hydrogène produit est combiné avec du CO2 pour faire du méthane synthétique, et qui est lui aussi envoyé sur le réseau de gaz naturel. Voilà, donc ce schéma montre bien les liens qui peuvent être créés aujourd'hui entre ces différents réseaux électriques et gaziers. Alors je vais revenir là où j'en étais. Voilà. Donc dès qu'on parle aussi d'énergie, on aime, sur toute une filière, on aime bien aussi quantifier les rendements. Donc ici vous en avez sur ce transparent, à partir de 1 MW d'électricité, avec un petit peu d'eau, des électrolyseurs dont les rendements aujourd'hui atteignent 75%, ce qui veut dire que quand même c'est une machine qui a un fort rendement. Quand on compare ça à un moteur thermique qui a un rendement de 33% ou une centrale nucléaire qui est autour de 40%, là on a un équipement qui a quand même un très fort rendement. Donc on obtient au bout du compte 1 MW d'hydrogène, c'est-à-dire 25 kg d'hydrogène, et puis bien sûr une émission d'oxygène
qui est un byproduct pour l'électrolyse. Quand on s'intéresse à une solution qui pour nous gaziers est encore plus facile, parce que le produit final va être exactement une molécule qu'on connaît très bien, qui est beaucoup plus facile à gérer pour nous sur nos infrastructures. Donc là aussi, à partir d'un mégawatt électrique, un petit peu d'eau, un petit peu de CO2. Donc ça, c'est toujours intéressant de transformer du CO2 en autre chose qu'un gaz à effet de serre. Un convertisseur qu'on appelle un méthaneur. On obtient 1 mégawatt de méthane, 65 kg, et là aussi un peu d'oxygène. Donc on s'aperçoit qu'on a des chaînes dont les rendements sont comparables à d'autres systèmes d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui tire cette solution de Power to Gas ? C'est la présence d'électricité renouvelable sur les marchés. Dans certains cas, il est effectivement très intéressant de transformer cette électricité en gaz. C'est une façon de la gérer. On peut avoir donc à certains moments de forte production et il est beaucoup plus facile de la transformer en gaz et donc de l'évacuer, de l'utiliser. On dira plutôt de la valoriser sous forme d'hydrogène mélangé avec le gaz naturel. Donc dans ce cas-là, le réseau gazier apparaît comme un moyen de stockage aussi. Et bien sûr, c'est une activité, donc là, je suis désolée, c'est la page de pub, c'est une activité qui regroupe beaucoup de métiers existants au sein du groupe Engie. Quand on parle donc c'est sûrement un diagramme, une cartographie que vous avez dû rencontrer ailleurs sous une forme ou sous une autre, mais on voit bien dans ce schéma qui présente les moyens de stockage, les technologies de stockage aujourd'hui de l'électricité. Donc le Power to Gas, lui, va se trouver avec l'hydrogène sur des possibilités de forte capacité et de forte durée. Ce qui n'est pas forcément le cas du vecteur électrique qui c'est en général petite durée. Voilà, donc là vous avez effectivement une comparaison des technologies de stockage et le rectangle des véhicules électriques se trouve plutôt par ici. Voilà, donc on n'adresse pas forcément les mêmes problématiques, les mêmes finalités. Le moyen de stockage devant s'accorder aux besoins que l'on a. Donc en termes d'évolution aussi, concernant les gaz verts, on s'aperçoit donc avec le temps qu'il y a une certaine évolution. Au départ, les biogaz provenaient surtout de déchets municipaux. On faisait de la gazéification, la digestion anaérobique. Ensuite, il y a eu plusieurs générations de biogaz, donc deuxième génération, troisième génération avec les microalgues. En parallèle et dans la continuité, on trouve l'hydrogène produit par électrolyse de l'eau. Et puis, bien sûr, à terme, ce qui nous intéresse encore plus, c'est la production de méthane de synthèse. Donc, vous voyez ici toute la ligne chronologique de développement de gaz dits verts. Voilà, je vous ai présenté le schéma tout à l'heure. Donc en fait, ce qui a été vu, c'est que si on prend un horizon à 2050, ce qui nous laisse encore quelques décennies, suivant les scénarios qui ont été établis, eh bien la production des surplus d'électricité pourrait avoisiner les 75 TWh par an, ce qui représente 15% de la production actuelle. Donc c'est une portion non négligeable dans le mix électrique. Et que si on transforme cette partie en hydrogène ou méthane de synthèse, on pourrait avoir un équivalent de 7% des consommations gaz naturel d'aujourd'hui, qui là aussi est une portion dans le camembert non négligeable. D'où l'intérêt que nous portons à ce vecteur et à la flexibilité entre les réseaux.
Donc ici, des premiers éléments économiques. Il va être intéressant d'utiliser cette électricité d'origine renouvelable quand elle est le plus vert possible. Comme ça, on pourra afficher qu'on fait du renouvelable et non pas de l'électricité nucléaire ou fossile. Et puis, bien sûr, quand elle est le moins chère possible. Je vous ai présenté au début la croissance, l'augmentation des moyens de production à partir des énergies renouvelables. Cette électricité est mise la plupart du temps sur le marché spot et de temps en temps, cette électricité, quand elle est produite, ne trouve aucun acheteur. Et il est arrivé dans les années passées qu'on se retrouve avec des mégawattheures à moins 100 € comme prix de vente. Voilà, donc dans ce cas-là, c'est vraiment très intéressant de ne pas gaspiller cette électricité. Donc finalement, de ne pas gaspiller la source d'énergie renouvelable et de la transformer en quelque chose pour lui donner plus de valeur et surtout l'utiliser et non pas laisser les éoliennes tourner sans rien produire. Voilà, donc vous avez ici un exemple de calcul où en 2012, pendant 2600 heures, ce qui fait à peu près le quart d'une année, donc une durée non négligeable, on aurait pu avoir une électricité à 27 € du mégawattheure. Même par rapport au tarif d'aujourd'hui, c'est un prix qui est quand même très très intéressant. Voilà, donc le power to gas apparaît comme une solution de flexibilité parce qu'on transforme de l'électricité en gaz, mais aussi sur l'aspect économique. Et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, par exemple au Royaume-Uni, c'est qu'il y a vraiment un service qui est apporté et que ce service est rémunéré. Le fait de transformer une partie de l'électricité anglaise en gaz ou autre chose est un service rémunéré pour l'électricien. Parce qu'ils n'arrivent plus à gérer leur réseau électrique sans faire appel à cette solution. Comme toute solution, il y a des avantages et des inconvénients. Donc vous avez ici les principaux. Donc l'avantage, c'est que plus les énergies renouvelables se développent, plus on peut faire appel à ce concept. Il y a, comme je viens juste de le dire, par exemple en Angleterre, un besoin de flexibilité entre le système électrique et d'autres systèmes énergétiques. On a une possibilité, quand on a développé ce type de concept, on a une possibilité d'arbitrage. Si on veut de l'électricité ou du gaz, on peut arbitrer. Et puis l'autre avantage, c'est que les réseaux électriques, des fois, ne peuvent plus se développer, donc il faut passer à un autre type de réseau. En termes d'inconvénients, parce que là aussi il y en a bien quelques-uns, c'est que tout ceci dépend du prix de l'électricité et des autres énergies. Voilà, si le prix du gaz descend trop, ça ne va pas forcément être intéressant de transformer l'électricité en hydrogène ou en méthane. On peut se retrouver aussi en concurrence avec d'autres solutions de flexibilité, par exemple faisant appel à des moyens de stockage. Et puis, comme le produit de base pour faire cet hydrogène ou ce méthane par la voie power to gas, c'est l'électricité, on sait très bien que l'électricité subit de très fortes taxes, que ces taxes sont régulièrement réorganisées et que donc l'aspect économique de cette solution dépend aussi du schéma des taxes imposées à l'électricité. Concernant les technologies, donc je vous ai dit à plusieurs reprises que l'hydrogène était fabriqué à partir de l'électrolyse de l'eau. Donc on utilise des électrolyseurs. Aujourd'hui, il y a deux grandes technologies, celle qui s'appelle alcaline, donc, et puis celle qui s'appelle PEM, c'est-à-dire membrane échangeuse de protons. Voilà, la technologie alcaline est très mature, elle est utilisée dans l'industrie. Il y a des très gros électrolyseurs de plusieurs mégawatts. C'est vraiment une technologie très mature qui a l'inconvénient d'utiliser de la potasse. Donc voilà, il faut manipuler ce type de produit. L'autre technologie est en développement, elle est un peu moins mature, mais par contre, elle présenterait des rendements plus intéressants. Et il n'y a pas dans ce cas de produits chimiques à manipuler, ce qui est un autre avantage d'un point de vue environnemental.
Voilà, et donc dans le projet GRID, nous avons utilisé un électrolyseur de technologie PEM. Parce que la technologie alcaline, on l'avait déjà utilisée dans un précédent projet qui s'appelait Altitude, qui avait été aussi fait à Dunkerque. Voilà, mais là, on profite de ce démonstrateur pour tester des technologies en développement et les évaluer sur le terrain. Alors, des démonstrateurs qui traitent de ces mélanges gaz naturel hydrogène, aujourd'hui, en 2016, voilà, ils s'accumulent. Il y en a plusieurs qui ont été réalisés. GRID a été lancé en 2014. Et il y a un autre projet coordonné par Engie qui s'appelle Minerve, qui lui traite de cette réaction entre hydrogène et CO2 pour faire du CH4. Donc dans ce cas-là, c'est du power to méthane. Le power to gaz, gaz étant méthane. En Europe, il y a eu plusieurs démonstrations plus ou moins grandes réalisées. Une qui est très intéressante, c'est l'île d'Ameland aux Pays-Bas, parce qu'une île est un site isolé, et les sites isolés, on les aime bien pour tester ces systèmes énergétiques nouveaux. Parce que la contrainte économique devient moins forte, parce qu'il y a une contrainte opérationnelle qui, elle, est très forte. E.ON a commencé et continue à conduire un projet donc, dans le nord de l'Allemagne, où ils injectent de l'hydrogène dans leur réseau gazier, puisqu'on a vu que l'Allemagne avait elle aussi un problème de géographie. Les énergies renouvelables sont au nord et la consommation, les besoins en énergie sont au sud. Donc ils ont un problème de transport d'électricité. C'est pour ça que le vecteur gaz, hydrogène ou méthane les intéresse. Donc aujourd'hui, ils injectent 2% en volume d'hydrogène dans le gaz naturel. L'hydrogène a un pouvoir calorifique qui est le tiers de celui du méthane. Donc 2% multiplié par un tiers, ça ne fait pas grand-chose en variation énergétique. Voilà, donc ça n'a pas d'effet sur l'aspect capacité thermique. Audi avait lancé un autre projet qui était de faire de l'hydrogène vert à partir de biométhane. Et la finalité étant de l'utiliser comme carburant hydrogène pur pour des voitures. Donc ils ont appelé ça un e-gaz. Ce ne sont que quelques exemples, ce ne sont que quelques exemples de projets Power to Gas. Vous pouvez en trouver bien d'autres. Et il y a un autre que j'ai oublié chez Engie, c'est Jupiter 1000. Donc c'est exactement la même chose que GRID, mais c'est conduit par GRT Gaz, donc la filiale en charge du transport de gaz naturel, et c'est réalisé dans la région de Fos. Voilà, alors que GRID est réalisé donc, dans le nord de la France avec notre filiale qui est le distributeur GRDF, que chacun connaît à la maison. Voilà, donc ici c'était pour citer encore d'autres projets, que ce soit en Espagne, où ils ont effectivement beaucoup d'énergie solaire disponible, et puis aussi en Hollande, donc toujours les Pays-Bas, où notre homologue Gazuni commence un projet près de son siège à Groningue. Donc ici, c'est pour rappeler aussi un autre contexte, celui de la nouvelle France industrielle, qui a un plan qui concerne un peu plus les batteries. Voilà, donc vous pourrez lire tranquillement ce transparent. Les batteries, c'est pas ma partie. Donc pour illustrer juste l'autre projet Power to Gas que nous conduisons, donc, qui s'appelle le projet Minerve, donc, où on va prendre de l'eau, du CO2, et on va donc produire de l'hydrogène, du CO et de l'hydrogène. Et en fait, j'ai un petit problème avec mes équations. Normalement, c'est hydrogène plus CO2 qui donne CH4. Ou alors je ne vois pas bien. Mais ce qui compte, c'est le méthane.
et il est très facile de mélanger du méthane avec du gaz naturel. Donc l'intérêt de ce procédé, c'est qu'il va consommer du CO2. Donc on souhaite se débarrasser du CO2, par exemple dans les procédés industriels. Donc cette solution est intéressante pour cet objectif. Voilà. Ce qui concerne le projet GRID, donc GRID signifie gestion des réseaux par l'injection d'hydrogène pour décarboner les énergies. Ce qu'il faut retenir, c'est que la finalité, c'est vraiment de valoriser les énergies renouvelables via le vecteur électrique, via le vecteur hydrogène. Donc c'est un projet qui a été sélectionné au début du lancement des investissements d'avenir dans la catégorie pile à combustible et hydrogène. Donc comme il est dit, c'est un des rares projets Power to Gas en France. Donc c'est vraiment une opération très significative par rapport aux autres actions de nos collègues en Europe. Et voilà, donc on a réuni pour constituer ce projet 11 partenaires. Le territoire d'accueil est la commune de Dunkerque, donc la collectivité locale. Cette collectivité a un exploitant de transport public qui s'appelle Decabus, qui est une filiale de Transdev. Le projet est piloté par Engie, qui fait appel à 3 autres de ses filiales. Donc Engie Ineo, qui s'occupe de la gestion de l'électricité verte pour produire l'hydrogène et le stocker si nécessaire. GRDF, qui lui s'occupe de récupérer cet hydrogène produit par Ineo pour le mélanger avec son propre gaz naturel et alimenter un petit réseau de distribution sur la commune de Dunkerque. Et puis une autre filiale pour l'autre aspect du projet qui concerne le carburant pour véhicules, qui est la filiale GNVR, connue pour les stations GNV. On a quelques équipementiers. Il s'agit d'un projet français, donc les équipementiers sont Areva H2Gen et McPhy Energy. Donc Areva H2Gen était une ancienne entité d'Areva, mais ne fait plus partie de ce groupe. C'est une entité à part entière, dont les 3 actionnaires principaux sont l'ADEME, CETH2, l'ancienne structure, et une partie d'Areva. McPhy Energy est une start-up française, malgré son nom, qui a commencé son activité sur un système innovant de stockage d'hydrogène, où le stockage se fait par absorption-désorption de l'hydrogène, et non pas par compression dans des bouteilles. Et puis bien sûr, nous avons quelques centres techniques et de R&D pour nous accompagner dans certaines tâches. Donc bien sûr le CEA, l'INERIS pour tout le volet sécurité, puisque nous faisons une démonstration dans le domaine public. Donc la sécurité est un élément très important pour nous, pour la réussite du projet. Et puis le CETIAT, qui s'occupe des tests sur les appareils à gaz, donc tout simplement les chaudières et les gazinières. Donc, le projet GRID est constitué de 2 grandes opérations de démonstration. Il y en a une qui concerne la mobilité durable, la mobilité verte. Ici, on souhaite faire une démonstration qui est la suite du projet Altitude. Dans le projet Altitude, qui s'est déroulé aussi à Dunkerque, nous avions démontré la faisabilité technique de mélanger du gaz naturel et 20% d'hydrogène pour faire un nouveau carburant qu'on appelle Ithane et qui alimente les bus. Donc nous avions déjà fait une opération sur 2 bus. Nous avions obtenu toutes les dérogations réglementaires nécessaires, puisque ce carburant n'existant pas, la réglementation elle non plus n'existe pas. Donc nous avions obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires et nous avions pu transporter du public sur des lignes commerciales à Dunkerque. Et ceci en toute sécurité pendant 1 an. Nous avons arrêté le projet au bout d'1 an, puisque nous avions démontré la faisabilité technique
nous souhaitions aborder l'aspect déploiement industriel et évaluation économique, ce que nous allons faire dans le grid. Parce que notre cible dans le grid, ce n'est pas 2 bus, c'est toute la flotte de Dunkerque qui est aujourd'hui composée de 104 bus, avec une grande partie de diesel, mais qui diminue à chaque réapprovisionnement de nouveaux bus. Et notre cible dans ce projet grid, c'est d'alimenter en ithane tous les nouveaux bus achetés par la ville de Dunkerque. Donc on va commencer avec 2, plus 14, plus 14, plus 14. Et quand le projet grid sera fini en 2019, ben ça continuera au-delà du projet. Donc voilà notre objectif et notre programme de travail. Et bien sûr, à chaque fois que la flotte de bus alimentés en ithane va croître, il va falloir aussi adapter la station de production d'hydrogène. Donc ça, c'est un des démonstrateurs, qui est un démonstrateur plutôt à caractère industriel et commercial. Et c'est moins une innovation que l'autre. L'autre, donc, c'est vraiment une innovation, parce que l'idée, c'est de fournir un nouveau gaz combustible à la maison et de vérifier que tout fonctionne bien. Avec en plus une composante importante pour ce démonstrateur-là, c'est qu'on va alimenter des maisons, des appartements, avec des Dunkerquois, des citoyens. Donc là, en plus de l'aspect sécurité qui nous tient à cœur, il y a un deuxième aspect qui est l'acceptabilité sociale. Donc nous avons dans le projet GRID des travaux dédiés à l'acceptabilité par le public et par les habitants qui vont faire partie de la démonstration de ce nouveau gaz. Donc en termes de périmètre, la démonstration va se faire sur un quartier neuf. Il est en cours de construction. Ça évite tous les problèmes des anciens appareils qui pourraient ne pas fonctionner. Là, on va partir uniquement sur des équipements neufs, un réseau de distribution d'IRDF neuf, des compteurs neufs, des chaudières neuves, tout sera neuf, ce qui limite les problèmes de sécurité. Donc on va alimenter une centaine de logements et on va aussi alimenter la chaufferie d'un centre de soins, une chaufferie qui est composée de 2 grosses chaudières de 400 kW, donc ça va nous apporter du volume de consommation. Et dans ce cas, il y a aussi une différence entre les deux démonstrateurs. Autant pour le démonstrateur carburant, la teneur en hydrogène est fixe, c'est 20% en volume, ni plus ni moins. C'est lié à l'application. Un moteur n'est pas très tolérant sur la variation de la qualité du combustible. Par contre, pour la démonstration donc en quartier neuf, en fin de démonstration, nous allons tester la flexibilité de cette solution. C'est-à-dire que l'on va produire de l'hydrogène et alimenter les habitants avec de l'hydrogène uniquement si l'hydrogène a été produit à partir d'une électricité la plus verte possible. Le nucléaire étant entre fossiles et verts fluo. Voilà, une électricité la plus verte possible avec un prix bien sûr le plus bas possible. Donc quand on a atteint ces 2 critères-là, on produit de l'hydrogène, et l'hydrogène, on l'injecte tout de suite dans le réseau. Ce qui fait que le réseau et les appareils à gaz vont voir un mélange gaz nat hydrogène composé parfois que de gaz naturel, parfois de 5, 10%, 20% d'hydrogène, mais jamais plus que 20. Donc on va tester la flexibilité de la solution avec une optimisation à caractère environnemental et économique. C'est une solution, le Power to Gas, c'est une solution qui présente vraiment des avantages sur l'aspect environnemental. Par contre, ça ne peut se développer que si l'économie va de pair avec les gains environnementaux. Donc vous avez juste ici un rappel de ce que l'on avait pu obtenir sur le projet Altitude, où le fait de rajouter de l'hydrogène au carburant GNV avait augmenté l'efficacité de 7% et avait aussi diminué les émissions de CO2 équivalent de 10%. Et tout le gaz naturel non consommé représente lui aussi une économie d'énergie primaire.
Donc là, juste un rappel qui fait partie aussi des objectifs et plutôt des défis à relever dans le démonstrateur carburant au niveau commercial et industriel. C'est qu'on doit remplir tout ce type de contraintes pour réussir à sortir un carburant qui est une vie dans le futur. Donc tous ces points seront abordés dans le projet GRID sur la partie démonstrateur carburant. Alors où en sommes-nous ? Comme je vous le disais tout à l'heure, le projet a été lancé officiellement en janvier 2014. C'est un projet qui a une durée de 5 ans, mais on a déjà prévu un petit prolongement. Donc c'est un projet qui va durer jusqu'en 2019 et peut-être le volet carburant un petit peu plus longtemps. La première phase du projet à laquelle nous nous sommes attaqués, c'est le dimensionnement des installations. Je dois alimenter 100 logements plus une grosse chaufferie. Quel est le dimensionnement optimal de mon électrolyseur et du stockage dont j'ai besoin. En sachant que plus ces équipements-là grossissent, plus les distances de sécurité autour des équipements, là aussi, s'allongent. Mais par contre, on ne dispose qu'un petit terrain, donc il ne faut pas sortir de ce petit terrain. Donc on a aussi des contraintes géographiques. Donc cette partie-là a été réalisée, ça y est, c'est terminé. On a le dimensionnement de nos équipements et nos partenaires INEO, GRDF, sont en cours d'acquisition des différents matériels nécessaires aux stations de production et stockage d'hydrogène et puis la station de mélange des deux gaz et d'injection sur le réseau. Des travaux aussi qui nous ont beaucoup occupés pendant ce début de projet. À partir du dimensionnement des installations, nous avons réalisé toutes les études de sécurité nécessaires pour pouvoir réaliser notre démonstration en toute confiance. Donc cette partie-là a déjà été traitée et acceptée par les ministères. Donc là, nous sommes très contents, très satisfaits d'avoir passé ce jalon parce que c'était très important. L'autre aspect que l'on a commencé mais pas complètement terminé puisque le démonstrateur n'est pas en cours d'utilisation, c'est l'aspect acceptabilité sociale parce que pour l'instant tous les habitants ne sont pas identifiés nominativement. Il reste des logements vides, les logements ne sont pas tous construits. Par contre, nous aurons une approche dédiée aux précurseurs qui vont faire partie de la démonstration. Et bien sûr, donc, ce qui nous restera à faire une fois le démonstrateur lancé, c'est tout ce qui est évaluation de la performance et l'évaluation technico-économique. Donc sur cet aspect-là, je n'ai pas d'informations à vous donner pour l'instant. Voilà, donc en termes de date, si nous tenons le planning que nous avons mis à jour récemment, nous prévoyons un démarrage de la démonstration en septembre 2017. Donc ce que l'on appelle une ouverture des vannes. Voilà, on va ouvrir la vanne hydrogène et alimenter les habitants avec ce mélange gaz naturel hydrogène. Pour ce qui est du démonstrateur carburant, ITAN, donc là aussi, connaissant la cible de bus à alimenter, nous avons pu faire le dimensionnement de la station hydrogène nécessaire, la station GNV existante déjà. Donc on n'a pas besoin d'apporter d'investissement sur cette partie GNV puisqu'elle est déjà existante. On apporte les investissements uniquement sur le complément hydrogène. Pour ce qui est des études de sécurité, on repart sur ce que nous avions déjà fait dans le projet Altitude. Le volume d'hydrogène est juste un peu plus grand, mais il n'y a pas de difficulté technique particulière. Donc c'est un point en cours. L'acceptabilité sociale, c'est un point que nous avions traité dans le projet Altitude. Nous avons recommencé des enquêtes auprès du public, des passagers en début de projet, et leur sentiment n'a pas du tout changé. Leur perception est toujours la même, c'est quelque chose qui leur convient.
de monter dans un bus Citan. Voilà, par contre, pour l'instant, ce démonstrateur a pris un petit peu de retard par rapport au planning prévu, puisqu'on a des échanges avec le constructeur de bus, qui est Iveco, qui n'est pas, vous l'avez vu, partenaire du projet en tant que tel, mais plutôt fournisseur, ce qui fait qu'on doit mettre en place un autre type de relation pour pouvoir réaliser le projet GRID avec un industriel qui n'est pas partenaire au projet. Par contre, il souhaite participer, et c'est pour ça que l'inauguration du démonstrateur, son lancement, sera plutôt pour l'année 2018. Puisqu'on a un obstacle qui est là réglementaire. Les véhicules Itan n'existent pas au titre de la réglementation ni européenne ni française. Et donc on doit travailler auprès des ministères et des différentes instances qui gèrent la sécurité pour leur démontrer, leur apporter des preuves comme quoi ce que l'on compte faire est encadré, que l'on va bien surveiller le comportement du bus et de ses différents composants de façon à être sûr qu'il n'y aura pas de problème pendant l'exploitation des bus. Donc là, ce volet-là a pris un petit peu de retard, mais il n'y a pas de manque de volonté, de point bloquant majeur. C'est simplement une difficulté comme il y en a d'autres. Elle ne nous semble pas insurmontable. Et donc pour ce démonstrateur, nous prévoyons un début de fonctionnement plutôt en 2018. Voilà. Et donc je pourrais venir vous présenter des résultats, mais en 2018 ou en 2019. Voilà. Merci pour votre attention. Alors, je vais peut-être juste poser une première question. Sur l'équation économique que vous mentionnez, vous parliez d'un prix d'électricité à 37 € le mégawattheure, il fallait être en dessous pour que ce soit rentable. Moi, j'avais compris qu'on pouvait faire du power to gaz avec les énergies renouvelables en surplus, c'est-à-dire celles qui ne sont pas utilisées. Donc j'imagine qu'on est toujours en dessous de ce prix-là, parce qu'à ce moment-là, le prix de l'énergie renouvelable en surplus, celui qui serait perdu, l'énergie qui serait perdue si on n'utilisait pas, elle n'a plus de valeur. Alors, effectivement, autant dans le démonstrateur carburant, on est obligé d'avoir 20% d'hydrogène, donc on est obligé de le produire. Et si on ne peut pas le produire parce que c'est trop cher à produire, ça veut dire qu'il faut dimensionner le stockage de façon à ce qu'on puisse produire un hydrogène pas trop cher avec de l'électricité, donc pas trop cher. Donc là, c'est une équation c'est une équation sur le dimensionnement des installations, donc l'électrolyseur d'un côté et le stockage de l'autre. Mais le capital est déjà utilisé et rentabilisé là. Contrairement à l'autre démonstrateur, où on se permet une teneur en hydrogène variable d'un instant à un autre, où là effectivement on devrait arriver à des prix d'hydrogène plus faibles, parce qu'on peut se permettre de ne pas acheter d'électricité quand elle est trop chère. Et là aussi par contre, il y a une optimisation à faire entre le dimensionnement de l'électrolyseur et du stockage. Là aussi, l'aspect stockage local sur site est une variable importante. La capacité de stockage est quelque chose d'important. Donc dans le projet GRID, il y a un troisième volet dont je ne vous ai pas parlé, c'est le développement d'outils logiciels nécessaires justement à l'optimisation des moyens de production et de stockage en fonction de l'application, donc du débouché que l'on a envisagé. Donc il y a un logiciel spécifique qui est en cours de développement. De même qu'il y aura aussi un autre logiciel pour piloter les installations, principalement l'électrolyseur. Donc un logiciel qui va piloter le démarrage de l'électrolyseur en fonction du caractère vert et du prix de l'électricité. Donc là aussi il y aura un pilotage automatisé. Merci. Je laisse le micro à la salle. Là, ça veut dire que l'électrolyseur ne fonctionne pas en continu? Tout à fait. Dans le démonstrateur quartier neuf, en fin de démonstration, on ne fera fonctionner l'électrolyseur que sur un optimum économique. Bonsoir, Fatia.
J'avais une petite question, c'est peut-être sur le projet Minerve qui utilise du CO2. D'où vient le CO2? Alors, je connais moins ce projet-là en détail, mais il D'accord. vient d'une usine, d'un industriel. C'est des émissions sur un procédé industriel. D'accord. Donc ça veut dire que pour l'utiliser de façon à échelle industrielle, il faudrait maîtriser en fait l'apport du CO2. Tout à fait. Là, il faut le voir, enfin, pour ce que j'en connais. Oui. Après, vous pouvez trouver des choses sur le projet Minerve qui ne correspondent pas à ce qu'il fait. Excusez-moi. Donc, je préfère être prudente, mais il faut le voir comme effectivement une solution locale. Hein. D'accord. Donc sur une usine ou une zone industrielle. De même que chez certains chimistes, hein, tel Solvay qui fait partie du projet Minerve, ils ont des usines avec comme by-product de l'hydrogène. Jusqu'à présent, cet hydrogène, il est torché. Donc c'est dommage. Donc là aussi, il faut trouver un optimum économique pour ne pas gaspiller cet hydrogène, hein, surtout quand on en fait 5 ou 20 000 mètres cubes heure. Une deuxième petite question, en fait, là vous dites l'énergie verte. Est-ce que vous avez l'installation de tout ce qui est solaire, éolienne, etc. ou vous l'achetez sur le marché? Énergie verte certifiée sur le marché. Effectivement, dans le projet, on ne pouvait pas prendre tout. C'est-à-dire ce côté amont, production de l'électricité, n'entre pas dans le projet grid parce qu'on ne pouvait pas traiter tous les aspects. On se concentre sur le mélange et l'utilisation du mélange et on en fait son évaluation technique et économique. Si on devait prendre en plus des champs éoliens ou des champs solaires, ça aurait fait un projet énorme et c'était pas notre souci. L'innovation va se faire sur l'utilisation du mélange et la gestion de sa production. Donc ça veut dire que vous l'achetez sur le marché. Donc on achètera de l'électricité la plus verte possible. Merci. En sachant que, je parlais tout à l'heure du Royaume-Uni et de son problème de flexibilité, son réseau électrique des fois a un petit peu de mal. On voit des champs éoliens sortir du tarif de rachat. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'avoir un contrat d'électricité avec ce type de champ, parce que ça valorise l'électricité qu'ils produisent. Donc c'est aussi une autre solution. Donc moi je crois plutôt aux solutions locales en fonction des ressources et des besoins. Oui, merci. Moi, vous avez dit tout à l'heure que le rendement de l'électrolyse c'est 75%, donc il y a 25% qui sont perdus. Sous quelle forme? Est-ce que c'est de la chaleur? Et dans ce cas-là, si elle est récupérable, pourquoi ne pas la récupérer, par exemple, justement dans des réseaux de chaleur? C'est-à-dire complémentarité, production d'un vecteur d'énergie et de chaleur directement utilisable. Alors il y a une autre perte sur l'électrolyse, c'est l'oxygène. Ouais. Et là c'est la première perte du procédé sur laquelle on s'intéresse. Ouais. Parce que disposer d'une source d'oxygène, quand on voit le prix auquel Air Liquide vend son oxygène, c'est vraiment intéressant. D'accord, merci. Donc la première perte à laquelle on s'intéresse, c'est l'oxygène. Et la chaîne complète éolienne, il faut savoir qu'elle a un rendement de 10%, malgré un électrolyseur qui est à 75%. Et si on prend l'ensemble de la chaîne du vent jusqu'à la consommation d'électricité, on a une chaîne totale qui est à 10%. Ouais, simplement le vent, on ne paye pas, quoi. Donc... Dame nature, c'est comme le gaz naturel, monsieur. Voilà. Je faire peut-être rebondir sur la question de tout à l'heure sur la production de CO2. Du CO2, on en produit énormément. Dès qu'on brûle du gaz, on produit du CO2 et si on fait on a un cycle de condensation donc qui augmente le rendement, on produit de l'eau et du CO2. Donc des sources de CO2, je pense qu'il n'en manque pas et il faut les exploiter. Oui, la Voilà. difficulté, c'est de capter Oui, ce bien CO2. sûr. De capter ce CO2 pour l'utiliser. Mais effectivement, toutes les fumées suite à combustion génèrent, surtout quand c'est du gaz naturel, génèrent du CO2. CH4 donne CO2. Oui, La donc tout. concentration du CO2 dans la formule Minerve, est-ce que c'est du CO2 pur? Je ne saurais pas répondre, Parce je qu'un suis CO2 désolée. de combustion est très dilué en fait. Hein. Donc il y a un premier problème de concentration du CO2 par une colonne à la mine, et ça coûte
très très cher en énergie. Donc là, je préfère rien dire sur cet aspect-là. Je ne suis pas spécialiste en CO2, captation et stockage. Voilà, donc d'où l'intérêt de regarder toutes les choses globalement. Et je pense dans le projet, excusez-moi, mais juste dans le projet Jupiter 1000, justement, il y a un gros travail pour faire passer les rendements qui sont peut-être de 50% globalement, hein, puisqu'ils font de la méthanation à 90% en réinjectant l'énergie. Alors là, effectivement, la méthanation, ça produit de la chaleur, donc c'est pas de l'oxygène, c'est de la chaleur, et la récupérer dans des réseaux de chaleur. Voilà, merci. Bonjour, merci pour votre présentation. Simplement sur le projet résidentiel, vous avez parlé d'équipements complètement nouveaux. J'aurais juste voulu savoir s'ils étaient de conception traditionnelle mais neufs, ou est-ce qu'ils étaient de conception nouvelle, et dans quel cas c'était des équipements différents pour pouvoir accommoder ce type de combustible. Donc, dans mon discours, c'est des appareils neufs parce qu'ils sont en cours d'achat. Donc c'est des chaudières comme on peut retrouver partout en France ou en Europe, mais par contre elles sont neuves, elles n'ont jamais servi. À côté de ça, dans le projet Grid, on a aussi un petit volet R&D et on a très envie de tester une pile à combustible alimentée en mélange. Au lieu d'être alimentée en gaz nat, elle sera alimentée en mélange, parce qu'on a envie de savoir comment se comportent les piles à combustible aussi. Dans le cas où dans le futur, il y aurait une présence de piles à combustible en résidentiel beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Voilà, mais ce sont des chaudières classiques, des gazinières classiques. Par contre, elles sont neuves. Donc le dernier modèle. Oui, Jean-Pierre Ouette pour la revue de l'électricité. Bon, j'aurais pas de grosses remarques à faire sur l'aspect technique là, des pilotes. Je crois que c'est intéressant, c'est bien monté. Je crois que c'est des choses qui sont intéressantes à développer. Par contre, j'aurais de grosses réserves à faire sur l'équation économique. Pour faire court, vous évoquez les tarifs sur les places de marché, mais vous prenez le gaz à 40 € du mégawattheure PCS. Aujourd'hui, je regrette, mais le gaz sur les places européennes, il est à 15, il n'est pas à 40. Hein. Par ailleurs, l'électricité, je crois qu'on ne peut absolument pas raisonner sur la base d'une électricité gratuite qui viendrait du ciel, qui serait un surplus fatal. Ça, c'est un raisonnement marginal à très court terme, de même qu'on dit, Maurice Allais disait, le dernier voyageur à Calais qui prend le train, il ne doit pas payer, puisque de toute façon, le train partira. Les raisonnements marginaux à très court terme sont extrêmement dangereux. Il faut raisonner en coût de développement, et à ce moment-là, vous n'avez aucune raison de considérer que votre mégawattheure éolien ou photovoltaïque, il ne va pas avoir le même prix que le prix du mégawattheure moyen. Et l'éolien, aujourd'hui, on est aux alentours de 70 € du mégawattheure et non pas à 0. Et troisième remarque, je m'excuse d'insister un tout petit peu, mais que si on sait fabriquer de l'hydrogène dans des conditions économiques intéressantes, et de l'hydrogène qui ne provoque pas des émissions de CO2 additionnelles, mais il y a aujourd'hui des marchés de l'hydrogène dans l'industrie qui sont fabriqués pour 95% par reformage du méthane. Hein. Donc pourquoi est-ce qu'on ne commence pas par utiliser l'hydrogène là où il est où il y a des marchés, faciles à utiliser, et où il émet aujourd'hui des quantités considérables de CO2? Alors je vais reprendre les deux aspects de votre remarque. Pour ce qui est de la viabilité technico-économique, on sait que le Power to Gas, vous pouvez vous référer à des études récentes. Donc il y a une étude qui avait été faite par GRT Gaz, GRDF et l'ADEME en 2014 avec les évaluations technico-économiques et les perspectives. Il y en a une plus récente qui a été faite par la région de Flandre, nos amis du Nord, et dans tous les cas, c'est pour ça que c'est un projet d'innovation dont on a besoin d'une évaluation en situation réelle par rapport à toutes ces études qui ne sont que de la prospective. Nous, on souhaite faire des démonstrations pour avoir des données terrain dans des situations réelles sur une durée minimale d'une année. Mais par contre, effectivement, c'est des perspectives de viabilité qui sont plutôt à 2030 ou 2050. C'est une solution qui ne va pas trouver sa solution, sa viabilité économique demain. Parce qu'elle est très dépendante du marché de l'électricité
de la façon dont les réseaux eux-mêmes fonctionnent, gèrent leur capacité, l'acheminement à travers les différents pays, et le coût et le prix de vente de l'électricité, donc prix plus taxe. Donc on sait que c'est une solution qui est dépendante de l'électricité. La deuxième remarque ensuite c'était... je suis désolée, j'ai oublié. Je ne vais pas reprendre. Hein. Non, je veux dire, les calculs, je pense pour faire court que l'hydrogène c'est une voie extrêmement intéressante. Ah oui, la production sur les SMR. Aujourd'hui, quand on parle de la compétitivité, je trouve que là, c'est aller un peu vite en besogne. Hein. J'ai dit qu'une chose, c'est qu'on allait faire une évaluation. Donc pour la compétitivité, je reviendrai dans 2 ans pour vous dire ce qu'il en est, ou alors je ne reviendrai pas du tout si ça n'a pas marché. Voilà. Donc pour ce qui est des SMR, on ne veut pas d'hydrogène fabriqué à partir de SMR, parce qu'aujourd'hui, effectivement, 95-98% de l'hydrogène marchand est fabriqué à partir de gaz naturel. Et on ne peut pas afficher des ACV, des analyses de cycle de vie avec un bilan environnemental, si dès le départ, on prend de l'hydrogène à partir de gaz fossiles. Donc ça, c'était une solution effacée dès le départ. Même si économiquement, il n'est pas cher cet hydrogène, il est en dessous de 1 €, alors que nous, on va se retrouver avec un hydrogène à plusieurs euros. C'est un choix environnemental qui est fait. Oui, bonjour, Jean-Pierre Isnard. J'ai une question à vous poser sur les pouvoirs calorifiques de l'hydrogène et du méthane. Vous disiez tout à l'heure que c'était de l'ordre de 7 fois moins... Un tiers. Un tiers en moins pour l'hydrogène. Quand on mettait quelques pourcents, ça n'a pas beaucoup d'importance sur le gaz, mais quand on va mettre jusqu'à 20% pour des locaux de privés, comment va se faire le comptage énergétique, puisqu'on va avoir une chute de pouvoir calorifique du gaz variable entre 0 et 20% d'hydrogène suivant les cas. Alors là aussi, c'est un sujet sur lequel on savait dès le départ en écrivant le projet en 2011 qu'on devrait fournir un argumentaire public pour répondre à cette question-là. Donc aujourd'hui, on l'instruit et c'est effectivement un équilibre entre la baisse du PCS du mélange par rapport à du gaz naturel tout seul. Ça oui, le PCS est plus faible. 20% en volume d'hydrogène, ça veut dire 7% en énergie. Donc ça veut dire qu'il va manquer 13%. Ça, c'est mathématique, technique, pas de problème. Par contre, mettre de l'hydrogène avec du méthane, ça a un effet bénéfique sur la combustion, que ce soit dans un moteur, une chaudière ou une gazinière. Donc ça veut dire que le fait de brûler un mélange va donner un meilleur rendement que si le gaz naturel était tout seul. Oui, c'est... oui, c'est... Il n'y a pas que nos études, on en trouve... voilà, il a été fait des tests, on a des augmentations de rendement, tout à l'heure on évoquait les chaudières domestiques à condensation que l'on a testées, donc le CETIAT, notre partenaire le CETIAT a testé, on a une augmentation de plusieurs points du rendement. Voilà, donc... nous fournirons un argumentaire public parce que c'est une question qui va être récurrente. Vous commencez, mais vous... Voilà, donc le projet fournira un argumentaire sur cet aspect-là, parce que dès que l'on touche au comptage, à l'énergie, on touche à la facture. Voilà. Donc nous étudions aussi le comptage, et le comptage du gaz se fait en volume. Donc là aussi, on fait toute une série de vérifications pour voir l'impact de la présence d'hydrogène sur le comptage tel qu'on a l'habitude de le faire pour du gaz naturel. Donc là aussi, c'est pour nous, et surtout notre partenaire GRDF, un sujet sensible. 2 questions rapides là. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de bus qui roule à Etam, mais pourtant à Toulouse, il y a 10 ans, je prenais les bus de Tissot qui roulaient à Etam et ça fonctionnait très bien. Alors effectivement, le projet Altitude avait une partie géographique à Toulouse, mais qui n'a jamais été réalisée. Donc il y a eu des communications, il y a eu des affichages, mais le projet arrivait juste après l'explosion d'AZF.
Et là, la DRIR, à l'époque c'était des DRIR, la DRIR Midi-Pyrénées n'a pas permis que le projet se réalise. Il y avait trop de sensibilité quand on a commencé le projet, parce que c'était un contexte qui ne dépendait pas de nous. D'accord, intéressant à savoir. Et, je suis désolée, vous avez été pris par la communication. Oui, d'accord. Et peut-être dans vos exemples aussi d'injection d'hydrogène dans les réseaux de gaz naturel, ce serait bien de citer le projet anglais Leeds Citygate de la ville de Leeds de passage à 100% hydrogène. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Oui, tout à fait. Je surveille aussi ce projet-là, mais il rentre dans la catégorie hydrogène pur, alors que Power to Gas, c'est des mélanges. Mais effectivement, c'est une grande révolution que de lancer en ville, en milieu urbain, un réseau hydrogène pur. Parce que les réseaux existants sont tous en campagne. Justement, c'est la question que je voulais poser. Vous présentez la limite à 20%, aussi bien pour le côté transport que le côté domestique. Pourquoi 20% actuellement, un critère technique? Et ma deuxième question rapide, vis-à-vis du convertisseur vers le méthane, hydrogène CO2, quelle est la technologie? Est-ce qu'il y a des catalyseurs dedans? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule technologie? Alors je ne pourrais pas vous répondre sur la technologie du méthaniseur, ça c'est pas mon domaine, donc je préfère ne pas répondre. Pardon, du coup j'ai oublié l'autre. Ah, pourquoi 20%? Pourquoi 20%? Donc ça c'est le résultat d'un projet européen qui a été coordonné par Gazuni, un projet qui s'appelait Naturali, qui s'est terminé en 2009. Qui avait pour objectif de regarder sur tous les maillons de la chaîne gazière, hormis la production de l'hydrogène, mais tous les autres maillons jusqu'aux utilisations, quel était l'impact de la présence d'hydrogène et quelle était la teneur maximale admissible. Donc on a tout regardé, sauf les compresseurs et les stockages souterrains. Ça a été fait dans d'autres projets européens après Naturali. Mais dans Naturali, on a regardé les impacts sur la sécurité. Donc 20% en volume, 7% en énergie. Il a été fait des tests de combustion, d'explosion, dans différentes conditions, à l'air libre, encombré, pas encombré, dans un milieu confiné qui ressemble à une cuisine d'appartement, dans un milieu confiné qui ressemble à une chaudière une chaufferie d'immeuble. Donc toutes ces évaluations ont été faites. Et il en ressort que quand on en met 20% d'hydrogène dans du gaz naturel ou même du méthane, la façon de gérer la sécurité, les impacts en termes de détonation, de rayonnement, sont très peu différents de ceux du gaz naturel seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met 25% d'hydrogène dans du gaz naturel, ou 50% ou plus, il va falloir changer les règles de sécurité. Voilà. On sait que l'hydrogène détonne. Quand on n'en met que 20%, on n'a pas de détonation forcément. Voilà, donc cette limite, elle vient de là, de toutes ces expériences, dont le maillon faible sur toute la chaîne gazière, c'était la façon de gérer la sécurité. Et on peut mettre jusqu'à 20% sans changer la façon de faire des gaziers d'aujourd'hui. Et bien sûr, si on en met moins comme 10%, parce que les Allemands, eux, ne veulent pas en mettre plus que 10, voire n'en mettre que 2, la gestion de la sécurité est encore simplifiée. Donc là, l'hydrogène devient presque transparent. Merci Isabelle. On va peut-être arrêter là pour les questions, pour laisser la place pour le second exposé. Et il y aura peut-être encore un peu de place à la fin pour des questions aux deux personnes. Sinon, ce sera autour du pot. Donc on va complètement changer de sujet. C'est voilà, je ne sais pas quel effet ça va vous faire, mais on peut tout parler de stockage massif, enfin du moins de vecteurs massifs, mais on va partir de l'autre bout de la chaîne. Donc retourner au niveau de quelques kilowatts, de quelques kilowattheures, et d'illustrer un sujet qui commence à prendre tournure en France. On parle d'autoconsommation domestique depuis quelques mois, et donc ça semble intéressant de regarder ce qui se passait un peu ailleurs de France, et en particulier de voir dans quelle mesure ces deux filières industrielles, d'un côté le véhicule électrique, de l'autre côté le stockage d'énergie sur batterie, pouvait donner lieu à une seule filière. Donc on ne va pas parler
ce soir on va dire de vehicle to grid ou de vehicle to home, hein, utiliser le stockage la batterie d'une voiture pour alimenter sa maison ou pour faire de la stabilisation de réseau, mais de regarder en termes industriels ce que ça peut vouloir dire, et partant je dirais du buzz autour d'une entreprise américaine qui s'appelle Tesla, qui a fait terriblement bouger le secteur du véhicule électrique. Il est en train de faire bouger aussi le secteur du stockage d'énergie. Donc ça nous a semblé intéressant de regarder ce sujet-là. Voilà, donc quatre points. On essaiera d'aller le plus vite possible, hein. L'objectif, c'est aussi de laisser du temps pour la discussion et pour les rafraîchissements. Donc, premier point sur comment les constructeurs automobiles aujourd'hui se positionnent sur le marché du stockage de l'énergie, donc ce qu'on appelle dans notre métier le stockage stationnaire, celui qui ne bouge pas. On verra que la raison derrière, elle est toujours économique, hein. On est aujourd'hui sur des marchés qui sont significatifs. On fera un zoom arrière et on reviendra sur l'exposé précédent des différentes technologies qui sont concurrentes à ce qu'on voit arriver dans les maisons et dans les entreprises, et puis quelques mots de conclusion. Peut-être pour commencer Tesla, parce que c'est celui par lequel, je veux dire, le challenge arrive. Donc Tesla, c'est une entreprise, une start-up, hein, qui aujourd'hui est une grosse start-up qui doit représenter 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc on n'a pas encore ça une start-up, mais ça l'est quand même moins que ça l'était tout au début. Créé en 2003, hein, donc dans lequel un visionnaire, hein, qui s'appelle Elon Musk, est rentré comme le premier investisseur en 2004 pour préparer le lancement d'un premier véhicule électrique qui était un roadster, hein, qui s'appelait le Tesla Roadster, qui s'est vendu à quelques milliers d'exemplaires, donc c'était une première tentative, mais quand même réussie. Et puis en 2012, vraiment le décollage, après quelques milliards de dollars de levée de fonds, avec le modèle S, hein, celui qu'on voit de plus en plus souvent dans les rues de nos villes, hein, en France et puis en Europe. Et puis une base proche du modèle S, mais c'est un crossover, hein, donc un petit SUV qui s'appelle le modèle X. 170 000 véhicules vendus entre 2012 et 2016. Il n'y a qu'une seule voiture qui a dépassé ces volumes de vente, hein, c'est la Nissan Leaf, mais qui a été lancée en 2010, hein, par Nissan d'abord au Japon et puis ensuite un peu partout dans le monde. Donc un succès, je veux dire, commercial remarquable, malgré des prix qui sont aussi remarquables, hein, mais pas dans le bon sens, hein, donc puisqu'une Model S, c'est plutôt 100 000 euros que 20 000 euros ou 30 000 euros. Donc double challenge qui a été réussi par Tesla. Et puis quand même, je veux dire, une volonté de passer à l'étape d'après, c'est quelques dizaines, 50 000, 70 000, 100 000 véhicules par an, ça paraissait pas assez. Et donc d'annoncer en début de cette année le lancement en 2017, fin 2017, début 2018, d'une voiture électrique abordable. Alors quand même 35 000 dollars, mais qui gardera des performances très très intéressantes en matière d'accélération en particulier. Et ce qui est remarquable dans le cas Tesla, c'est la capacité de générer, je veux dire, de l'intérêt, et de l'intérêt qui se monétise. Il y a 375 373 précisément là sur le slide précommandes qui ont été enregistrées. Il faut savoir qu'une précommande, c'est 1 000 dollars versés sur un compte pour pouvoir avoir sa voiture dans 2 ans. Non seulement on annonce sa voiture et puis on trouve l'argent auprès des clients pour lancer le modèle. Donc c'est un modèle économique intéressant. Voilà, je ne sais pas si ça marche en France, mais en tout cas ça marche très très bien aux États-Unis. Et puis 2018, donc projection, 500 000 véhicules prévus d'être fabriqués, véhicules totalement électriques, hein, fabriqués sur l'année 2018, 2 ans par rapport au planning initial qui était 2020. Donc les constructeurs automobiles traditionnels ont vu arriver tout ça. Au début, en 2003-2005, on n'y a pas trop cru. Et puis aujourd'hui, c'est une entreprise qui est en train de complètement révolutionner le secteur. Alors pour faire ça, et on va y venir après au stockage stationnaire, il faut des capacités de production. Donc de même que le plan marketing des véhicules est très ambitieux, le plan industriel qui est derrière, il l'est autant. Donc notre code, c'est la Gigafactory, parce qu'en effet c'est une giga chose. Ce sera, quand elle sera en démarrage, là on voit une photo aérienne qui date d'il y a quelques semaines, hein, dans le désert du Nevada.
Ce sera la plus grande unité de production en surface au monde, toute industrie confondue. Donc 1 million de mètres carrés, un investissement considérable, un giga-investissement de 5 milliards de dollars, des capacités de production, un nombre de personnel également considérable. 35 gigawattheures, ça peut vous paraître pas... Voilà, c'est... Aujourd'hui, c'est 60... Si on se réfère à la production des batteries lithium-ion, toute application confondue, en 2015, c'est à peu près 60 gigawattheures. Donc en fait, cette usine, qui n'existe pas encore, elle a comme ambition de représenter plus de la moitié de la production, de la capacité de production, et la production, pas de la capacité, parce que c'est ce qui se vend aujourd'hui sur le marché, de la production mondiale de batteries lithium-ion, depuis les téléphones portables jusqu'aux véhicules électriques et au stockage réseau. Donc un projet complètement dément. Et puis pour finir, une Gigafactory 2, qui a été annoncé il y a quelques semaines avec un échéancier relativement court. La date n'a pas été donnée, mais on imagine que c'est pas dans 10 ans, en Europe, pour servir le marché européen. Donc une ambition d'une start-up américaine. Alors, par rapport à ça, et sans doute pour compenser, je veux dire, un démarrage du véhicule électrique qui est toujours difficile, hein. C'est un marché qui quand même... voilà, on sait que ça démarre, mais ça peut prendre du temps. Tesla a décidé et a annoncé l'année dernière une diversification dans le stockage d'énergie, donc utilisant les mêmes technologies et les mêmes capacités de production pour alimenter, pour développer et vendre des batteries pour les maisons, donc aux États-Unis et maintenant en Europe, et pour des entreprises. Donc on voit, c'est les deux gammes, hein, Powerwall pour la maison et Powerpack pour les réseaux. Alors Powerpack pouvant aller jusqu'à des réseaux, aujourd'hui il y a des installations à Hawaï de 1 mégawatt, donc en partant de petits modules, on va dire, hein, typiquement entre 100 et 200 mégawattheures, d'arriver à plusieurs kilowattheures, d'arriver à plusieurs gigawattheures de batterie. Mégawattheures, pardon, on va y arriver. Pas giga, c'est la Gigafactory, excusez-moi. Et donc de se dire, est-ce que finalement, je veux dire, on ne peut pas utiliser, et c'est ce que fait Tesla, hein, elle ne peut pas utiliser les mêmes technologies de batterie pour alimenter les voitures, et puis pour alimenter du stockage depuis des maisons jusqu'à des réseaux. Alors on peut se dire, ils ont suivi, ils avaient anticipé, etc. Il y a des constructeurs en fait ailleurs, en Europe et aux États-Unis, qui s'y sont mis aussi. Quelques semaines plus tard, Mercedes annonçait un système de stockage un peu similaire à celui du Powerwall de Tesla aux États-Unis, hein, avec l'étoile à 3 branches, hein, mais pour une batterie installée chez soi. BMW avec un système qui s'appelle MyReserve, qui est commercialisé par SolarWatt, et puis Nissan en partenariat avec Eaton, un système qui s'appelle X-Storage. Donc toujours dans la même idée de faire du stockage résidentiel et commercial en utilisant des technologies et des moyens de production qui sont réservés ou qui avaient été pensés au début pour faire des batteries automobiles. Un exemple sur Mercedes, l'année 2016 a été pour Mercedes l'annonce de 2 usines, très grosses usines en Allemagne, pour un montant total d'investissement de 1,1 milliard d'euros. Donc on n'est pas dans la giga 5 milliards, mais on est sur des choses qui sont très très significatives. Donc une très grosse augmentation des capacités de production pour ces applications, à la fois véhicules et puis stockage stationnaire. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que les constructeurs arrivent dans un monde qui existe déjà, parce qu'ils le découvrent par le monde de la batterie, mais en particulier les fabricants d'onduleurs. Alors quand on les regarde ici, il y a beaucoup d'Allemands là-dedans, parce que le marché il a démarré en Allemagne il y a quelques années. C'est de voir les constructeurs qui arrivent par la batterie, mais aussi par la motorisation électrique, dans un monde qui jusqu'à présent était celui des fabricants d'électronique de puissance, hein, les fabricants d'onduleurs, en particulier onduleurs résidentiels, donc des gens comme SMA, des gens comme ABB, des gens comme Fronus, et puis des équivalents aux États-Unis, européens en haut et puis quelques Américains en bas. Alors des choses intéressantes, c'est qu'il y a des investissements européens qui se font aussi aux États-Unis. Pour parler d'Engie, il y a quelques mois maintenant, je crois que c'était au mois de mai, a annoncé une prise de participation majoritaire à hauteur de 80% dans une entreprise qui est celle du milieu. Là on voit Green Charge, qui est Green Charge Networks, qui est aujourd'hui une filiale d'Engie. STEM, la dernière levée de fonds a été faite avec RWE
en Allemagne. Donc les grands énergéticiens européens investissent aussi sur des systèmes. Pour le particulier, aux États-Unis, c'est plutôt en fait pour du commercial et de l'industriel. Donc on voit qu'il y a aussi une convergence des énergéticiens qui investissent dans ce domaine du stockage d'énergie. En termes de technologie, on est toujours, je réfléchis en le disant, mais non, on est toujours en technologie lithium-ion. Donc les premières tentatives ont été faites avec du plomb. Et puis on s'est rendu compte qu'avec le lithium qui allait bien. Alors un challenge quand même pour les constructeurs automobiles qui viennent sur ce marché, c'est qu'un système de stockage qui soit industriel ou résidentiel, c'est pas qu'une batterie, c'est aussi de l'électronique de puissance, hein, c'est aussi de la régulation solaire, c'est aussi de l'automatisme, hein, du contrôle commande, c'est de la communication parce que ces systèmes sont connectés au réseau, peuvent être pilotés par les opérateurs de réseau. Et c'est une valeur que certains essayent aujourd'hui et mettent en place en termes de démonstration, en particulier en Allemagne, avec une très belle start-up. On voit le produit ici là, qui s'appelle Zonen, qui a levé récemment auprès d'investisseurs privés. Alors ça a été la 3e ou 4e levée de fonds. Ils viennent de lever 85 millions de dollars pour non seulement installer des systèmes chez les particuliers, mais aussi pouvoir utiliser ces petits systèmes, on parle de quelques kilowattheures et de quelques kilowatts d'énergie de puissance, pour de façon agrégée avoir un rôle en termes de gestion des réseaux d'électricité. Donc ça intéresse aussi beaucoup les opérateurs de réseau, parce que c'est des stockages très locaux, donc ça permet d'avoir une régulation complémentaire au gros stockage, au gros système de régulation qu'on voit au niveau réseau, sur lequel Engie d'ailleurs s'implique aussi beaucoup, puisque je crois qu'il y a quelques semaines, c'est le premier service en fait système qui a été mis en place en France, entre Engie et RTE, qui fait la stabilisation on va dire du service système pour le compte de l'opérateur RTE. Alors pourquoi tout cet emballement? C'est parce que derrière il y a des marchés qui sont significatifs. Donc je parlais en introduction de ce qui se passe en France. On parle d'autoconsommation, que ce soit résidentiel ou industriel, mais aujourd'hui c'est de l'autoconsommation sans stockage. On consomme d'abord son électricité avant de réinjecter le complément, le surplus dans le réseau. Dans beaucoup de pays, à commencer par l'Allemagne, et ça a commencé en Allemagne dans les années 2000, commercialement en 2013, on stocke son électricité et on en réinjecte, le surplus du surplus une fois qu'on a rempli sa batterie, ou que par des algorithmes bien pensés, c'est plus intéressant de la réinjecter dans le réseau à un prix qui peut être intéressant, plutôt que de la stocker. Alors, le marché mondial, il est tiré par l'Allemagne. Ça a été vrai dans le photovoltaïque dans les années 2000, et c'est vrai dans les années 2010 avec le stockage résidentiel. Cette année, il s'est installé plus de 20 000 systèmes de ce type, là, les photos que je vous ai montrées en Allemagne. Alors il faut avoir en tête qu'un système résidentiel, ça se vend... alors c'est compliqué parce qu'on vend le système complet avec le photovoltaïque, avec les coûts d'installation, etc. Mais allez, si on revient au niveau du système, donc la boîte que je vous montrais tout à l'heure, là, ça se vend entre 5 et 10 000 euros, donc vous faites x 20 000, ça commence à faire des marchés qui sont considérables, donc ça intéresse tout le monde, non seulement les fabricants d'onduleurs, mais aussi les fabricants de voitures. Cette année, on aura sans doute, quand on fait le cumul depuis 2013, environ 65 000 systèmes qui sont installés en Allemagne. Aujourd'hui, chaque installation résidentielle photovoltaïque en Allemagne, donc des particuliers qui installent des panneaux photovoltaïques sur leur toit, entre 50 et 70% des nouvelles installations, donc des particuliers, ont un système de stockage. Donc on est en train en Allemagne, et on va le voir dans d'autres pays, y compris en France à terme, le photovoltaïque résidentiel sera forcément à terme avec du stockage et des batteries qui, avec le prix du kilowattheure de la batterie lithium, grâce au constructeur automobile qui va baisser, on va augmenter la taille petit à petit des batteries. Aujourd'hui on est sur du 3, 4, 5 kWh, demain on sera sur du 5, du 10, et donc on va à la fois, je veux dire, permettre le déploiement du photovoltaïque partout,
Aujourd'hui, c'est pas le cas encore, malheureusement, en métropole, ça l'est dans les îles. En Allemagne, c'est déjà le cas dans certaines régions, au sud de l'Allemagne, en Bavière, où les taux d'équipement photovoltaïque sont tellement forts que les opérateurs sont obligés de limiter en fait les injections réseau pour éviter de déstabiliser les réseaux. Donc on est sur une évolution très forte. Donc là c'est des données qui viennent d'un organisme de recherche allemand qui nous montre à horizon 2020 plus de 50 000 systèmes, 52 000 systèmes qui seraient vendus simplement sur l'année 2020. Alors quand on regarde après au niveau mondial, les grands pays hormis l'Allemagne, c'est les États-Unis, pour des raisons différentes, de raisons de qualité de réseau. Il y a beaucoup les réseaux électriques, de distribution électrique aux États-Unis sont de mauvaise qualité. Et donc il y a une volonté pour les particuliers de pouvoir faire du backup, d'éviter de se retrouver dans le noir de façon régulière, et pour les industriels de faire des économies. On a des grilles tarifaires qui sont très incitatives aux États-Unis, où la déconnexion, donc le peak shaving dans des heures de pointe, non pas en énergie mais en puissance, donc on limite en fait sa puissance appelée sur le réseau, permet de rentabiliser sans investissement de l'industriel, permet de rentabiliser un système de stockage. Et ça, c'est des choses qu'on voit en 2016. Quand on regarde, en fait, il y a quelques entreprises qui font de l'installation. Alors, ils peuvent faire du développement de systèmes de stockage et aussi de l'installation, de la proposition aux industriels. C'est des propositions gratuites pour l'industriel, donc il n'y a pas de paiement, je veux dire, d'installation. Un petit peu comme au début du photovoltaïque en France, pour les particuliers, où les tarifs de rachat garantis obligatoires permettaient de financer les panneaux photovoltaïques qu'on faisait poser sur son toit. C'est le cas aujourd'hui aux États-Unis avec du stockage. Alors ça demande du capital, évidemment, c'est-à-dire qu'il faut acheter les systèmes qu'on va installer gratuitement chez les industriels, puis après on partage les économies, et au bout de quelques années, on s'y retrouve très très bien, et l'industriel qui fait des économies sur sa facture, et puis l'opérateur de système de stockage qui récupère en fait son investissement petit à petit. Donc on est sur des investissements. Le dernier qui a été fait, c'est une entreprise, c'est la filiale d'un groupe japonais qui s'appelle Tabuchi, donc Tabuchi America, qui a levé il y a quelques mois 300 millions de dollars pour financer un stock de systèmes de stockage pour les placer chez les industriels. Au total, sur l'ensemble de l'année 2000, sur 3 ou 4 opérations de ce type, il y a 700 millions de dollars qui ont été levés par des opérateurs donc de systèmes de stockage pour les placer chez les industriels. Donc les États-Unis, pour des raisons différentes du marché européen, et on le voit là sur le graphique, c'est la partie bleue, sont un deuxième marché plus petit en taille, mais très intéressant. Puis le troisième, c'est l'Asie. Et dans l'Asie, il se passe, on va pas parler trop du cas chinois parce qu'il est toujours très spécifique, mais hors Chine, l'Australie, qui est un État continent, avec des réseaux qui sont même pas mal interconnectés, qui sont déconnectés, c'est un terrain de jeu et un terrain d'expérimentation considérable pour du stockage, pour du photovoltaïque avec stockage. Et puis le Japon également, qui a quand même revu, je dirais, sa copie énergétique après les problématiques, après les accidents de Fukushima, et qui s'est reposé plein de questions en fait sur son panier énergétique, et avec un appel beaucoup plus, je dirais, un support beaucoup plus fort des énergies renouvelables, dont l'énergie solaire, ça au niveau du pays. Et puis au niveau des particuliers, beaucoup se sont retrouvés, parce qu'il y a quand même un énorme déficit de capacité de production et d'électricité post-Fukushima, et donc beaucoup de Japonais qui ont pris conscience que l'électricité, c'était pas quelque chose qu'on avait tout le temps, donc ils ont souhaité s'équiper de systèmes de stockage. Puis il se trouve quand même que le Japon est aussi le deuxième pays au monde pour les capacités de production de batteries au lithium, le premier étant la Corée. Donc on a là, la filière japonaise qui s'est mise en place. Donc en Asie, on a, c'est la partie rouge qu'on voit, il y a de la Chine, mais il y a aussi du Japon et de l'Australie dans le circuit. Si on, bon, là on était donc là sur ce slide là j'étais en gigawatts, donc 3,8 gigawatts, ça commence à faire beaucoup. Si on donc à horizon 2025, si on se replace maintenant en valeur, là on prend des dollars parce que ce sont des études américaines, et si on prend l'ensemble photovoltaïque, puisque ça marche avec du photovoltaïque et stockage, on parle d'un marché au niveau mondial de 25 milliards de dollars.
Donc une fois qu'on a dit ça, on se dit pourquoi, ben voilà, on comprend pourquoi les constructeurs automobiles se disent il faut quand même qu'on s'y mette, quoi. Parce que nous on a les technologies, on a les capacités de production, ok on n'a peut-être pas la conversion d'énergie, et encore, je veux dire, il y a des convertisseurs d'énergie sur des véhicules électriques, donc il faut qu'on s'occupe de ce sujet. Donc un marché qui va très fortement se développer dans les 10 ans qui viennent. Alors, pour relativiser tout ça quand même, parce que là on a parlé, je veux dire, de la maison, du commerce, du centre commercial, de l'industrie plutôt PME, et on va revenir sur un graphe. Il est présenté de façon différente, mais c'est le même finalement. C'est où on mesure les puissances installées. Et alors on pourrait parler de taille de batterie ou de taille de stockage, on peut parler aussi de temps pour décharger à une certaine puissance, qui revient un petit peu au même à la fin. Je veux dire, si on multiplie une puissance par un temps, on va trouver une capacité de stockage. Finalement, ce dont on parle là, c'est les batteries lithium, qui sont, comme vous le disiez, plutôt sur du, entre guillemets, petit stockage. Alors on monte au giga, on monte à quelques mégawattheures et quelques mégawatts, mais on n'est pas sur du stockage massif, on n'est pas sur du stockage intersaisonnier, donc la batterie lithium elle est là à son milieu. Si on descend vers le bas, on voit bien que sur en particulier la stabilisation de réseau, stabilisation de fréquence, stabilisation de tension, on a des technologies qui se développent, qui sont très puissantes et peu énergétiques, mais on n'en a pas besoin. C'est le cas par exemple tout en bas là, des supercondensateurs, ou bien des volants d'inertie, qui sont les deux technologies aujourd'hui qu'on utilise, où on a des puissances qui sont de ratio puissance-énergie. Dans le domaine du stockage, on aime bien ce ratio-là, qui sont très très fortes. Et puis de l'autre côté, on parlait de l'hydrogène, hydrogène et pile à combustible, c'était notre exposé précédent. On a aussi du stockage air comprimé, on a aussi quelque chose qui n'apparaît pas sur ce graphique, mais qui est du stockage thermique, des particules sel fondu. On a des petites zones sur le graphique. Alors on a si dans les nouvelles technologies, il ne faut pas oublier les batteries redox flow, qui sont plutôt, je veux dire, des solutions qui permettent de stocker de très fortes quantités d'énergie. Et puis ne pas oublier, parce que c'est pas pour la superficie n'est pas proportionnelle, je veux dire, à l'importance, je veux dire, du stockage, le stockage d'eau, le stockage gravitaire, donc les steppes, et c'est mon graphique suivant, on va parler comme ça. Le graphique suivant, donc c'est il ne faut pas l'oublier celui-là, parce qu'il représente encore au niveau mondial 97% des capacités de stockage. C'est du stockage, donc on va dire gravitaire, donc par turbinage, pompage d'eau. Alors petit à petit, quand on fait ce graphique là au fil des années, il y a 4 ans c'était 98, aujourd'hui c'est 97, si on revient dans 4 ans ce sera peut-être 96, mais n'empêche, et ça continue à se développer, donc on pourrait se dire il n'y a plus de place, je veux dire tout a été utilisé pour stocker, pour réaliser les steppes. C'est pas le cas, je veux dire, il y a encore beaucoup d'investissements qui sont faits, alors, pas tellement dans nos pays, mais dans les pays émergents, pour stocker l'électricité. C'est encore ce qu'on a trouvé le mieux, je veux dire, en termes de rendement, en termes de coût. Alors pour du stockage massif, évidemment, on ne va pas en mettre chez soi, mais ça reste la première technologie. Et si on regarde ensuite les autres, donc qui représentent un peu plus de 3%. Alors, malheureusement, si je viens tout en bas sur l'hydrogène, alors ça, ce sont des sources américaines, on peut peut-être challenger le modèle, mais enfin bon, c'est quand même très très détaillé leur base de données. L'hydrogène aujourd'hui, c'est 14 mégawatts sur un total de 160, et là je ne vais pas me tromper, de 170 gigawatts. Donc on est vraiment, on ne le voit pas d'ailleurs parce que j'ai pas réussi à le faire, on est dans l'épaisseur du trait, mais c'est vrai sur la majeure partie des technologies de stockage, finalement, dont on parle souvent, je veux dire, on parle de technologie redox, on parle de supercondensateur, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais de sodium-soufre, de sodium chlorure de nickel, qu'on voit apparaître NaNiCl ici, de nickel-cadmium, de plomb, enfin, il y a toute une collection là, de technologies qui sont dans les autres, finalement, qui sont là, et ce qui s'est développé dans les dernières années, c'est deux choses, c'est évidemment le lithium-ion, mais qui finalement, pour le stockage stationnaire,
ne représentent que moins d'1% des capacités de stockage. Donc on parle beaucoup des batteries lithium, on pense qu'il y en a partout, c'est vrai, mais bon, au niveau de la planète et du stockage, ça reste petit. Et puis le stockage thermique, j'en disais 2 mots tout à l'heure, il y a eu d'énormes investissements qui ont été faits en Espagne en particulier, sur des centrales héliothermodynamiques, où on a besoin, je veux dire, de transférer la chaleur créée pour après la transformer en électricité par du turbinage, et on a des capacités de stockage qui sont massives, sous forme de sel fondu, donc à des centaines de degrés, nitrure de sodium, nitrure de potassium, et donc des investissements considérables qui se sont faits ces dernières années dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, où l'héliothermodynamique a des rendements qui sont très intéressants. Donc, je pensais que c'était intéressant de reposer tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur des Tesla qui en effet sont en train de construire la plus grande usine au monde. Ça reste quand même, à l'échelle du stockage stationnaire, ça reste quand même encore très modeste. Alors ça reste très modeste parce que on a vu tout à l'heure quelques applications, donc les applications du stockage de l'électricité au niveau d'un réseau, depuis la production, donc utilities, jusqu'au résidentiel et au commercial, on a tout un spectre. Donc on n'a pas forcément besoin d'une technologie très légère, d'une technologie où on va mettre beaucoup d'électrons par kilo ou par litre. On a aussi besoin, je veux dire, on n'est pas forcément limité, donc on a besoin, je veux dire, de permettre l'intégration et d'augmenter l'intégration des énergies renouvelables au réseau, donc de pouvoir maximiser en fait des productions renouvelables. On va pouvoir décaler, on ne voit pas trop en Europe, mais on voit beaucoup aux États-Unis, se poser la question en fait, est-ce que je tire de nouvelles lignes de distribution transport et de transport surtout, dire de mon électricité, pour l'utiliser quelques semaines et de façon intermittente, quelques jours ou quelques semaines par an, ou est-ce qu'au contraire, je vais y mettre du stockage. L'avantage c'est que ça va très vite, l'installation d'un système de stockage c'est quelques mois, voire quelques années. Tirer une nouvelle ligne haute tension ou très haute tension, on sait ce que ça veut dire, c'est aujourd'hui quasiment impossible. Donc il y a des études économiques qui sont faites systématiquement, et aujourd'hui il y a beaucoup de cas où finalement le stockage est intéressant pour les distributeurs, donc pour la partie transport. Et puis donc on a parlé là, tout de suite de la partie, on va dire, commerciale, industrielle et résidentielle. Voilà, donc beaucoup d'autres technologies. Pour finir donc sur ce petit exposé, je voulais reprendre quelques points. Le premier, c'est malgré tout, l'automobile et les véhicules électriques ont complètement révolutionné la manière dont on considère aujourd'hui les batteries, on va dire, de haute technologie, ce qui était hier utilisé dans des téléphones et des ordinateurs portables, aujourd'hui, enfin dire avant-hier, on va le dire, hier et aujourd'hui, c'est dans des voitures, et aujourd'hui et demain, c'est pour du stockage stationnaire. Ça a permis d'améliorer les performances. Aujourd'hui, on a tous des téléphones portables et une batterie lithium dans un téléphone, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, on a des technologies lithium qui durent 20 ans, qui durent 30 ans. Et ça, c'est les progrès que les constructeurs automobiles ont fait. Et puis les effets d'échelle et sur les volumes de production, on a vu l'usine Tesla tout à l'heure, ont permis de considérablement réduire les coûts au kilowattheure. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les niveaux qu'on avait il y a quelques années, mais quelques, pas beaucoup, où on était à typiquement au-dessus de 1000 euros, on va parler en dollars, de 1000 $ par kilowattheure. Aujourd'hui, on est plutôt dans les... alors ça dépend si on se passe au niveau de la cellule ou au niveau du système, mais on est autour de 300. Donc en quelques années, au niveau simplement du stockage, après il y a tout le reste qui a peut-être moins baissé, mais l'électrochimie proprement dite, elle a baissé en quelques années d'un facteur 3, et en augmentant sa durée de vie de façon considérable. Et ça, c'est quand même grâce aux constructeurs automobiles. Donc des ouvertures de marché qui étaient complètement inabordables auparavant. Ce qu'on peut dire de façon quasi certaine quand on regarde les différentes technologies et le temps qu'il faut pour les valider et les mettre sur le marché, c'est qu'au moins pour les 10 ans qui viennent, dans le domaine de l'électrochimie, c'est le lithium qui va remporter la mise. Et on va bien avoir cette convergence et ces constructeurs automobiles qui vont pouvoir dériver une partie de leur capacité de production pour faire du stockage stationnaire. On a vu aussi que, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas pour qui, mais beaucoup d'autres technologies étaient déjà là. Donc il y en a des anciennes, le plomb qui reste quand même dans les électrochimies, dans les batteries, la première technologie en volume aujourd'hui. Le marché, on va dire en capacité, donc on va parler en mégawattheure,
Les batteries plomb, c'est 75% du stockage en vente annuelle, hein, ça reste la première technologie. Donc, c'est une invention qui date de 1859, donc on voit que certaines technologies robustes, un peu archaïques, qui n'est pas le cas, parce que quand on regarde les progrès qui ont été faits, ils sont considérables dans le domaine des batteries plomb, les technologies peuvent durer longtemps. Ce qu'on peut dire, c'est que le lithium va remporter la mise les 10 prochaines années, que d'autres technologies seront là pour les remplacer, ou les compléter plutôt. Et pour répondre à la question que je posais en début d'exposé, la convergence annoncée par Tesla Motors, elle est sans doute vraie, c'est-à-dire sur des petits systèmes, sur des systèmes de taille moyenne, mais elle est certainement un peu survendue, quoi qu'on en dise, à l'échelle de tous les besoins qu'on a à servir dans le stockage d'énergie qu'on vient de balayer. Voilà. Je vous remercie et je peux répondre à vos questions. Merci de cet exposé très, très intéressant. Donc je suis tout à fait en phase avec vous et je suis convaincu de l'avenir du stockage par batterie lithium-ion, au moins pour les 15 prochaines années, dans le secteur du grand public, hein, du bâtiment. Ceci étant, aujourd'hui, en France, il n'y a pas de modèle économique, hein, parce qu'il existe en Allemagne, parce qu'on a un kilowattheure livré aux particuliers, dont le prix est à peu près 2 fois celui du kilowattheure, hein, à peu près. Hein. Donc, il faut encore progresser. Alors, d'où 3 questions qui se complètent. Premièrement, vous avez dit $300 du kilowattheure actuellement, je suis d'accord avec ce chiffre. Donc, quelle est votre prévision à horizon 2020 ou 2025, hein, première question. Deuxième question, en fait, vous avez mentionné les tentatives de Tesla, le Powerwall, Green Charge, qui était avec Nissan, mais c'était l'idée était de recycler les batteries automobiles ayant déjà un certain âge et apparemment recommercialisées au quart de leur prix. Donc, est-ce que ça a marché? On a entendu dire que Tesla, finalement, avait fait marche arrière. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Et troisième question, qu'est-ce que vous pensez des véhicules to grid, véhicules to home, c'est-à-dire la connexion de la voiture au réseau pour assurer précisément le lissage de la charge et éventuellement se mettre à la disposition des opérateurs du réseau? Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une spéculation intellectuelle? Toutes les idées sont bonnes à travailler. Donc pour répondre aux questions, c'est vrai qu'on a, hein, je veux dire, les arbres n'atteignent pas le ciel, donc aujourd'hui on est autour de $300 le kilowattheure. Quand on se projette au niveau cellule, hein, parce qu'un système batterie c'est beaucoup plus qu'une cellule, des gens comme Tesla ou comme General Motors, c'est un peu la guerre des prix là en ce moment, on est plutôt à la moitié, hein, ils annoncent autour de 150 $150 le kilowattheure, $100 le kilowattheure. Kilowattheure. Donc après mégawatt, il faut, alors, je ne vais pas le faire parce que je me trompe à chaque fois, mais c'est $100 le kilowattheure. Avant la fin de la décennie. La difficulté, c'est de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle au niveau de la cellule? Est-ce qu'on parle au niveau du système? Il y a des systèmes de refroidissement, il y a de l'électronique de gestion, donc les BMS, il y a du câblage, il y a de la main-d'œuvre. Tout ça, ça baisse pas, je veux dire, bon, il y a des effets d'échelle, mais pas tant que ça. Donc on sent qu'on est quand même dans la fin de la courbe. Donc, mais qu'on a atteint, et ce qu'il va falloir attendre ensuite, c'est de nouvelles évolutions techniques sur les batteries. Donc les laboratoires et les startups travaillent dessus. Aujourd'hui, on commence à être au bout de ce qu'on sait faire avec les meilleures technologies lithium-ion. En termes de densité d'énergie, on est à 250 Wh par kilo. Il faut serrer ça, et bon, on fera moins de progrès qu'on en a fait. Donc il y a des technologies sur lesquelles on travaille. À court terme, des technologies comme le lithium-soufre, comme le lithium silicium-carbone sur la node, comme un peu plus loin les métaux R, en particulier le lithium R. Toute l'idée de toutes ces technologies, c'est de se dire, bon, on ne peut pas faire que de la réduction de coûts en pressurant, je veux dire, la chaîne industrielle. Il y a un moment, il faut aussi qu'on fasse évoluer la techno. Donc d'augmenter de façon significative la densité d'énergie ou la densité de puissance, et se disant, la matière et le process que je vais mettre dedans en termes de coûts va pas être en proportion
de l'augmentation du saut que je vais faire en termes de densité d'énergie. Donc typiquement les technologies dont on vient de parler, on parle de passer de 250 à 400 Wh par kilo. Si on imagine que le coût de la matière est du même ordre, les coûts des process est du même ordre, mécaniquement, pour une même batterie, elle va baisser en proportion du rapport. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième question sur le recyclage. Alors, il y a des expérimentations qui se font. C'est vrai qu'il y a des messages qui sont contradictoires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une batterie automobile en fin de vie, elle a encore entre 70 et 80% de sa capacité initiale disponible. On peut se dire ça vaut plus rien, mais enfin quand même. C'est un peu dommage, je veux dire, dans un processus, je veux dire, d'économie circulaire, de recycler ces batteries alors qu'elles ont encore plus que la moitié au moins de leur capacité de stockage. Bon, je reviens aussi sur ce que je disais juste avant, les prix des batteries neuves baissent, donc on sent qu'il y a quand même une équation économique entre est-ce que recycler ou reconditionner une batterie de deuxième vie, il ne faut pas que ça coûte plus cher qu'une batterie neuve. Donc ça c'est la première dimension. Alors cela étant, il y a quand même l'expérimentation, au niveau plutôt aujourd'hui au niveau du stockage de masse, en particulier en Allemagne, avec BMW et Mercedes qui ont investi dans des projets de démonstration sur plusieurs mégawattheures, utilisant des centaines de batteries de véhicules électriques, entre guillemets en fin de vie, qu'ils utilisent pour faire du stockage réseau. Donc, ne serait-ce que, là on est vraiment sur du démonstrateur, donc pour techniquement regarder si ça marche. Moi, je pense qu'il y a une deuxième dimension qui est la dimension environnementale, même si économiquement on ne s'y retrouve pas, il y a quand même des ressources qui sont finies, et on imagine des millions de véhicules électriques qui vont arriver en fin de vie. Il est intellectuellement compliqué de se dire, alors qu'elles sont quasiment bonnes, on ne va pas les utiliser simplement parce qu'une batterie neuve coûte juste un peu plus cher. Donc il y a peut-être aussi une action des politiques qui vont dire ça ne marche pas, il faut qu'on réutilise et qu'on aille jusqu'au bout en fait, de l'utilisation des matières qui sont par définition limitées. Et puis le troisième qui vient compléter le second, c'est qu'aujourd'hui, autant le recyclage des batteries traditionnelles au plomb est une activité industrielle qui génère des profits. Donc les recycleurs de batteries au plomb vivent de la revente des batteries du plomb qu'on a récupérées. Pour les technologies lithium, c'est compliqué. Il y a plein de métaux différents et plein de matières différentes qu'on peut récupérer en petite quantité. Donc les processus sont compliqués et du coup ça coûte cher. Donc aujourd'hui il faut payer pour recycler ses batteries. Donc un constructeur automobile qui a une voiture qui arrive en fin de vie et sa batterie qui n'est pas morte, il faut qu'il paye aujourd'hui une somme qui n'est pas négligeable du tout pour que la batterie soit recyclée. Et ça va rester comme ça. Je veux dire, on ne voit pas trop comment on va arriver à générer une économie positive dans le recyclage. Donc pour tous ces éléments-là, je pense que ça a du sens de regarder, je veux dire, en effet, le recyclage. La troisième question était le stockage sur roulette. Le stockage sur roulette, oui. Alors, moi, je suis pas voilà, je veux dire, moi, ce que j'ai pu entendre de la part des opérateurs de réseau, c'est de dire autant quand ma batterie elle est installée dans une maison ou dans une usine, je sais qu'elle est installée et qu'elle ne va pas disparaître. Ok, on peut raisonner en termes de foisonnement de véhicules électriques qui sont branchés sur les prises quand on rentre chez soi le soir, mais qu'est-ce qui m'assure que la disponibilité sera bien là? Donc intellectuellement c'est intéressant. Il y a une certaine réticence à cause de est-ce que cette énergie, est-ce que cette capacité de stockage va être disponible ou pas, et dans quelle mesure on va pouvoir l'utiliser aussi, parce que il faut que la voiture soit branchée sur sa prise et qu'on puisse récupérer de son électricité, mais il faut aussi que le particulier puisse la reprendre le lendemain matin pour aller au travail. Si entre-temps l'opérateur de réseau il en a eu besoin, je veux dire, pour gérer son réseau, on sent que c'est compliqué, je veux dire, même en termes d'acceptabilité pour les particuliers. On a vu ce cas-là en fait, et la réglementation s'est durcie ensuite en Allemagne. En Allemagne, il y a des aides en fait qui ont été mises en place pour les particuliers pour permettre l'achat de systèmes de stockage qui étaient de 30% de l'investissement total, à la condition que ces systèmes soient opérables à terme
par les opérateurs de réseau, en disant on vous aide à acheter le système, mais il faut que vous partagiez un peu, pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Et on a vu beaucoup en fait de particuliers qui ont dit alors moi ça m'intéresse pas, psychologiquement je veux dire mon truc il est à moi, donc je vais me le payer, tant pis les 30% je les laisse. Et il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de chantiers qui se sont faits sans avoir recours à l'aide gouvernementale, psychologiquement pour se dire ce système il est à moi, je veux m'en servir, il est pour moi. Donc le partage, c'est aussi, donc je pense que ça marche aussi pour les voitures électriques. Ma batterie, ma voiture, elle est à moi. Donc j'ai envie quand même d'aller travailler demain. Et voilà. Donc je pense que ce sera compliqué. Plus compliqué en tout cas que de faire de l'agrégation de systèmes de stockage résidentiel, qui est quelque chose qui aujourd'hui existe en Allemagne. Opinion personnelle. Merci François. On va essayer de poser des questions courtes et d'avoir des réponses. Oui, excuse-moi. C'est très intéressant. Une question sur le problème des ressources que vous avez rapidement abordé là. Philippe Biwix, dans son livre sur l'énergie, sur les métaux du futur, avait estimé que du fait du débit de production, on pourrait produire qu'à peu près 20 millions de véhicules électriques par an, alors qu'actuellement il y en a déjà 80 millions qu'on produit par an, et ça va augmenter avec l'Inde, la Chine, etc. Sachant que le lithium c'est un élément léger qui a le meilleur potentiel électrochimique, on ne l'utilise actuellement que dans des applications d'ailleurs portables, téléphones portables, tablettes et voitures. Est-ce que ça n'est pas un peu donner de la confiture au cochon de l'utiliser dans des applications stationnaires? Et du fait de ces limites, est-ce qu'à terme, est-ce qu'il y a des ACV, est-ce que ça a une meilleure allocation de cette ressource qui risque d'être finie non pas en quantité mais en débit de production pour des applications stationnaires qui vont servir à des gens riches qui ont des pavillons et des stations solaires? Ne faudrait-il pas réserver le lithium pour des applications mobiles? Y a-t-il des ACV qui ont été faites dans le domaine et utiliser et développer, essayer d'inciter à développer d'autres technologies pour les applications stationnaires? Je pense au CEA qui a notamment, par exemple, trouvé une pile au sodium. Je ne sais pas quelle est la formule, mais le sodium qui est un élément très abondant. Oui, absolument, absolument. Donc sodium-ion, en effet, c'est des brevets CNRS-CEA qui ont été annoncés il y a quelques mois. C'est vrai, je veux dire, je ne connais pas les études. Moi, je sais que les constructeurs automobiles, les Renault, Nissan, a commencé parce que c'est quand même leur stratégie de développement et quand même des sommes considérables qui ont investi. Donc, c'est des sujets qu'ils ont regardés. La conclusion que moi j'en ai retenue, c'est qu'on avait beaucoup de disponibilité devant nous. Alors, une information en particulier sur le lithium. Il y a très peu de lithium dans une batterie lithium, hormis celle de Bolloré, qui est une technologie spécifique, lithium métal polymère. Dans les batteries lithium-ion, il y a moins de 2% en masse de lithium. Donc déjà, ça limite la consommation. La deuxième dimension, c'est qu'aujourd'hui, le lithium, on le produit, on l'extrait de quelques pays à des coûts d'extraction qui sont très faibles, parce qu'on est vraiment au début en fait dans les salars andins, en Amérique du Sud. Il y a beaucoup de lithium, simplement il est plus compliqué à aller chercher, donc on espère que les cours du métal lithium vont augmenter, ou du carbonate de lithium vont augmenter, pour permettre la mise en exploitation d'autres ressources, toujours lithium. Et puis on espère quand même si ça coûte de l'argent, et aujourd'hui non seulement on espère, mais on sait le faire, simplement économiquement c'est compliqué. Tout ça c'est l'équation économique, c'est aussi parce que le lithium est abondant aujourd'hui. On sait recycler, on sait récupérer du lithium, il y a des procédés qui existent de récupération du lithium. Donc l'un dans l'autre, à terme, comme beaucoup de ressources sur Terre, le lithium, il est fini. Donc en effet, il y a des technologies sodium-ion sur lesquelles les laboratoires français ont travaillé. Et puis il y a d'autres technologies qui n'utiliseront plus de lithium. C'est celle dont je parlais, ou moins de lithium, celle dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, c'est pas demain. Enfin, moi, la conclusion que j'en ai, c'est ce sont là des dizaines d'années devant nous. Oui. Je pense à les deux dernières questions et après. Oui, bonjour, merci. Vous avez mentionné sur les différentes technologies, start-up de stockage, qu'il y avait énormément de foisonnement, qu'il y avait par contre quand même des limitations d'usage, et que ces start-up-là levaient quand même des sommes très considérables. Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste ou qu'on risque d'assister à une bulle en la matière? J'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Il y en a eu une, elle avait peut-être la bulle Tesla, on nous dira dans quelques années si c'était allé jusqu'au bout. Il faut savoir quand même que Tesla perd énormément d'argent. Tesla n'a jamais gagné d'argent. Comment?
Le dernier trimestre, c'était positif. Ouais. Mais quand on fait le cumul sur les trimestres précédents, on va dire c'est donc c'est des paris. Il y a eu des échecs retentissants, hein, dire, particulièrement aux États-Unis, parce que c'est là où les fonds levés sont les plus importants. Je pense que les investisseurs se sont calmés. Alors aujourd'hui, ce sont des investissements très risqués. C'est des investissements longs, coûteux et risqués. Donc normalement, ça ne devrait pas intéresser un investisseur ou de façon modeste. Mais donc je pense que la bulle est passée. Je pense qu'elle est passée. Je pense à 1, 2, 3 par exemple dans les années 2000, qui était un laboratoire en fait issu du MIT, qui a industrialisé une technologie qu'on connaît aujourd'hui, qui est une technologie commerciale qui s'appelle le lithium phosphate de fer, qui est montée en flèche vers toute la suite des levées de fonds, puis l'entrée en bourse, etc., etc. Donc ça s'est chiffré en plusieurs centaines de millions de dollars de levée de fonds, avant de se terminer, je crois que c'était en 2010, de façon un peu catastrophique. Et ça s'est revendu à bon prix, donc il y a toujours des gens qui en profitent, souvent les Chinois. Donc les Chinois ont repris les actifs, les brevets et les actifs de 1, 2, 3. Et puis aujourd'hui, 1, 2, 3 existe. Et après la phase d'investissement, c'est pour ça qu'il faut être positif. Hein, il peut y avoir des bulles, mais aujourd'hui, 1, 2, 3 est le leader mondial dans le stockage stationnaire en technologie phosphate de fer. Ça a été racheté, cette activité-là a été rachetée par NEC au Japon, et aujourd'hui, voilà, c'est une activité qui est devenue rentable. Donc voilà, maintenant il faut beaucoup d'argent pour développer une nouvelle chimie, ça c'est sûr. Merci François. Écoutez, un grand merci à nos deux intervenants. Merci.